Est-ce que cette fois-ci... Bon, je t'ai entendu, Kevin. Est-ce qu'on m'entend? Ouais. Oui, bonjour, est-ce que vous Parfait. m'entendez? Très bien. Parfait. Ok, parfait. Du coup, Johan, est-ce qu'on peut faire un test d'exploit? 1, 2, 1, 2, test, tout le monde m'entend bien? Bonjour à tous. Parfait. Ça va pour tout le monde? Super. Alors, je vois pas tout le monde. Est-ce que Loïc est là? Je suis là. Parfait. Salut Loïc. Loïc est bien avec nous. Ok, très bien. Du coup, il est 30, 31 même. On va commencer doucement. Là, je laisse commencer à faire l'animation et je suis animatrice de genre sur le je vais faire un moment à présenter la trame. Très bien. Je sais pas pour vous, mais je t'entends un peu mal, Justine. Je sais pas si de l'autre côté vous avez la même. La même... J- J'ai l'impression que Ouais, on n'entend pas très bien. c'est la webcam qu'on entend et pas tes écouteurs ou autre. C'est ça. Bon, je vais introduire en tout cas un grand merci à tous d'être présents. C'est un tour de table qui a pour thème le chess tag pour tous. Je remercie les équipes de Parcours 59 qui ont pu organiser ça. Je remercie également nos invités que nous allons présenter, que nous laisserons se présenter juste après. Thibaut de l'UFOLEP, Loïc du World Chess Tag, Kevin et Johan de Parcours 59. Kevin qui est accompagné également de Juliette de l'IME qui témoignera. Euh, voilà, l'objectif plutôt de nos échanges, c'est de pouvoir mettre en exergue les, euh, l'accessibilité et l'inclusivité des sports émergents et populaires et comment la pratique du chess tag notamment peut-elle devenir plus accessible et plus inclusive. On abordera également la question du parcours et des pratiques sportives au public divers et utiliser le sport pour renforcer les liens sociaux sur les territoires. Donc, dans un premier temps, je vais laisser peut-être Johan se présenter et, euh, et ainsi que tous les invités. Johan? Oui. D'ailleurs, je sais pas si ça le fait pour vous, mais je suis un unknown user. J'arrive pas à afficher mon nom. Donc moi, c'est Johan Ferreira. Je suis coordinateur à Parcours 59 sur le volet sportif. Donc je m'occupe de gérer le planning de nos activités sportives, les créneaux, les prestations, les initiations, les événements. Je manage aussi les coachs au quotidien, tous les coachs qui encadrent justement nos adhérents, nos bénéficiaires. Et je suis aussi, en dehors de ça, athlète de chess tag, dans lesquels je performe dans les compétitions internationales. Merci beaucoup Johan. Dans la continuité, on va proposer à Kevin de se présenter. Oui, alors bonjour à tous. Donc, je suis Kevin Chun, je suis coordinateur en insertion professionnelle par le sport à Parcours 59. Donc, mon travail avec mon équipe, c'est surtout d'aller capter des jeunes qui sont ou non sportifs et d'essayer à travers le sport leur inculquer les savoir-être qui sont nécessaires à l'entreprise. Et on utilise beaucoup de parcours et notamment de chess tag lors d'exercices. Et après, de quelle manière on utilise le World Chess Tag dans l'insertion professionnelle. Ah, on y reviendra. Un grand merci Kevin. Je laisse la parole à, à Thibaut Dourlaine. Bonjour à tous, c'est Thibaut Dourlan. Je suis directeur de l'UFOLEB. Donc l'UFOLEB, c'est une fédération multisport qui accompagne Parcours 59 depuis 2012.
Donc voilà, on avance petit à petit sur la structuration dans le mouvement sportif d'une activité voilà, où il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler un petit peu dans la présentation. Donc voilà, merci. Merci beaucoup Thibaut. Je donne la parole à Loïc Oscarino. Bonjour à tous, je m'appelle Loïc Ascarino, comme l'a dit Narvi. Je suis directeur à la base Europe, maintenant monde, pour les licences au sein de World Chase Tag. Je travaille avec tous les clubs qui font du chase tag en France et à l'étranger. Très bien, un grand merci Loïc. Je tiens également à souligner que ce webinaire, c'est grâce à l'Agence nationale du sport que nous avons l'occasion de pouvoir le mettre. Donc un grand merci à notre partenaire, l'Agence nationale du sport, le World Chase Tag et l'UFOLEP qui sont partenaires et nos soutiens sur nos différents programmes. On va commencer tout de suite avec, parce qu'on parle du chase tag, c'est un mot un peu exotique. Peut-être Loïc, tu pourrais nous expliquer ce qu'est le chase tag? Bien sûr, alors le chase tag, c'est un sport qui a été créé dans les années 2000-2010 par deux frères à Londres, les frères Deveau, et qu'ils ont décidé de développer comme un format entrepreneurial, en créant des événements, créant une marque qui s'appelle World Chase Tag. Donc simplement le jeu du chat en compétition, dans une arène qui fait 12 mètres par 12 mètres avec des obstacles, et dans lequel il faut marquer des évasions, donc réussir à ne pas se faire toucher pendant 20 secondes pour marquer des points. Et à la fin de la partie, c'est l'équipe qui a marqué le plus de points, le plus d'évasions qui l'emporte. Merci Loïc, merci beaucoup. Il y a une vraie communauté internationale. Le sport a pris un essor extraordinaire durant les 4-5 dernières années. Comment se développent les liens au niveau international et quelles sont les interactions qu'il y a entre les différents collectifs, les différentes associations, les différents groupes. Peut-être je laisse la parole à Johan et je laisserai Loïc et Kevin en parler, abonder en ce sens. Darby, je suis désolé, j'ai la machine à café qui fonctionnait pendant que tu parlais. Donc si tu peux répéter ta question. Au niveau de la communauté internationale, comment se développent les liens entre les groupes, entre les associations et merci. Entre les différentes équipes? Faut savoir déjà que le World Chase Tag est un sport qui a émergé au sein d'une communauté qui est celle du parcours. Donc actuellement, on ressent encore les bases de la communauté parcours au sein du World Chase Tag. Donc bien que le World Chase Tag c'est un sport totalement différent du parcours, qui a pas du tout les mêmes principes et les mêmes règles, il n'en reste que la plupart encore des performeurs aujourd'hui sont des traceurs, donc soit d'anciens traceurs ou des traceurs actuels. Donc les traceurs, pour ceux qui ne savent pas, c'est le pratiquant du parcours. Tandis qu'en chase tag, on va plutôt dire un trader. Et donc, ce lien qu'on a, il se fait essentiellement grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux. On est assez actifs et on est assez solidaires les uns des autres sur le partage d'informations, sur le relayage, etc. Et il se prend aussi place de manière générale pendant des événements qu'on organise en tant que structure de parcours ou autre, ou alors dans lesquels on a le plaisir d'être invité lorsque c'est des événements officiels organisés directement par le World Chase Tag. Merci Johan. Est-ce que Loïc, tu partages le même constat sur les liens développés dans les différentes communautés au sein du chase tag? Je peux compléter un petit peu. C'est vrai que les deux frères Deveau qui ont la cinquantaine, qui ne venaient pas du tout du monde du parcours ou même du sport, ont fait appel au départ à deux équipes de parcours, notamment Storer et Storm, pour le premier événement qu'ils avaient fait. Donc forcément, ça a touché une communauté qui venait du parcours. Et de plus en plus, on se rend compte, les pratiquants, les gens sur le terrain, qu'on est sur des disciplines qui n'ont finalement rien à voir, qui se ressemblent un petit peu de loin sur les mouvements, mais ce serait comme dire que l'escalade et le parcours, c'est la même chose.
On a encore beaucoup de clubs qui dépendent de leurs pratiquants en parcours, qui chiffrent, One et d'autres, qui ont fait beaucoup de parcours et maintenant font principalement du chess-tag. Mais on a aussi de plus en plus de gens qui viennent directement au chess-tag. Je pense à des jeunes dans le top 40 qui ont commencé peut-être par le chess-tag. Comme en Chine, on a une équipe du GIGN chinois qui s'entraîne au chess-tag. Aux États-Unis, on a des joueurs de foot qui viennent aussi au chess-tag. Donc on a des gens qui viennent vraiment maintenant pour le chess-tag et qui débutent, qui prennent leur porte d'entrée par le chess-tag de plus en plus. Et c'est vrai que cette dépendance à la communauté parcours s'est faite initialement parce qu'il n'y avait pas de club. Il y a 4-5 ans, il n'y avait pas de possibilité de s'entraîner. Donc ceux qui avaient un avantage décisif dans le jeu, c'est les gens qui avaient déjà des compétences de franchissement. C'est de moins en moins le cas. On voit de plus en plus les gens qui sont très bons et qui performent, c'est des gens qui en fait se dédient presque entièrement à la pratique du chess-tag. Donc on n'est pas obligé d'avoir commencé à faire du parcours pour se lancer dans le chess-tag. Ah non, c'est presque même l'inverse. J'aurais tendance à dire que les gens qui font trop de parcours ont tendance à être un peu trop prévisibles dans leur mouvement, à faire ce qui est l'essence du parcours, faire le mouvement juste, le mouvement efficient. Et donc en fait, quand on fait le mouvement juste, quand je suis derrière en train de poursuivre, c'est facile d'anticiper ce qu'est le mouvement juste par rapport à ta position et où tu es en train d'aller. Et donc tu me donnes des indications pour pouvoir venir chercher plus facilement derrière. Donc les gens qui viennent du parcours uniquement et qui n'ont pas cette ouverture d'esprit sur le chess-tag, souvent se font avoir. Ça a été le cas de Storor qui sont venus, qui sont une des meilleures équipes de parcours, en tout cas à l'époque, qui se sont fait démolir par une équipe inconnue du grand public qui était Marrero Gang, qui a été 3 fois championne du monde en chess-tag. Il faut avoir cette chose-là. Ça a été le cas de l'équipe française United quand ils ont été au championnat du monde. Ils avaient des traceurs, mais ils avaient aussi des personnes comme Loïc, comme Benjamin, qui étaient moins du monde du parcours et qui amenaient des changements de direction, des choses qui venaient d'autres sports comme le basket, qui a surpris les joueurs qui ont fini par perdre face à eux. Donc il y a le parcours aujourd'hui, tout le monde est bon en parcours dans le chess-tag, mais être bon en parcours, c'est pas suffisant pour être bon en chess-tag. Merci, c'est très clair. Pour revenir à la communauté internationale, Loïc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du chess-tag en Europe? Quels sont les différents groupes, les différentes associations existantes ou structures, entreprises, autres, autour du chess-tag, et à la fois en Europe, mais aussi à l'international, pour comprendre aussi l'envergure à l'échelle du monde de la discipline? Ouais, le chess-tag, ça a commencé à Londres, je l'ai dit, les premiers clubs ont été d'abord au Japon, l'émission Tokyo qui a eu structure. Ensuite, c'est venu en France, notamment par Kiméo, parce qu'on a fait venir la première structure avec Damien Deveau pour commencer à faire du chess-tag. Et on a eu très vite un engouement, parce qu'on a pu organiser pas mal d'événements avec des villes, notamment la ville du Mans ou des villes en Belgique qui accueillaient des événements, qui ont donné envie à Parcours 59, qui a été l'un des premiers clubs à avoir une structure de 12 par 12 en fixe. Ensuite, on a eu Overgrande en Suisse. Et puis tout doucement, tout le monde a voulu, finalement, ce qu'on s'est rendu compte très vite, que quand personne n'avait de quad à domicile, faire du parcours, c'était suffisant pour être compétitif. Une fois que quelqu'un a un quad, si on veut rester dans la partie, il faut aussi s'équiper, il faut aussi rejoindre le réseau. Et donc maintenant, c'est compliqué d'atteindre les plus hauts niveaux si on n'a pas accès à un quad dans l'entraînement tous les jours. Et c'est ce qui a finalement implanté localement dans des endroits où il y avait des gens qui avaient une volonté. Donc en France, principalement, un peu aux États-Unis. On a maintenant un quad au Brésil, on en a un en Israël, on a des projets aussi dans les pays de l'Est, en Afrique du Sud aussi prochainement. Donc de plus en plus, c'est les gens qui simplement veulent pouvoir accéder à ces gros événements, qui font l'effort d'acheter un quad, de s'équiper et après de former leurs jeunes sur le terrain. Et donc la première étape, c'est d'avoir la structure. La deuxième, pour progresser, c'est de rejoindre les autres clubs. Si je joue que en vase clos, de manière un peu fermée avec les gens qui sont chez moi, je vais avoir au bout d'un moment une difficulté à progresser. Parce que pour progresser en chess-tag, c'est pas forcément l'obstacle, mais c'est l'adversaire, la personne qui rentre face à moi, qui va m'induire des nouvelles stratégies, des nouvelles techniques, des nouveaux mouvements. Et donc pour progresser, il faut aller rencontrer des nouvelles personnes pour simplement pouvoir monter en niveau. Et donc c'est ce qui crée finalement ces voyages, cette envie d'aller voir ailleurs, puisque le quad est identique partout, c'est la même structure. Quand Parcours 59 va aux Pays-Bas ou va à Toulouse, c'est pas tant pour la structure que pour affronter des nouvelles personnes dans un nouveau dispositif et pour tenter de progresser grâce à ces affrontements. Merci Loïc. Il y a eu des projets notamment avec le programme Erasmus qui ont été mis en place. Il y a des belles histoires autour de cela. Kevin a pu porter l'un de ses projets. Ce serait bien que Kevin, tu puisses un peu nous en parler. Oui, alors complètement. Dans le cadre d'un projet Erasmus+, en 2024, nous avons effectué un voyage avec 5 jeunes de l'équipe sur le chess-tag Parcours 59 à Parcours Discipline, donc aux Pays-Bas.
Alors, on avait plusieurs objectifs. Déjà, c'était une rencontre multiculturelle entre les pratiquants du World Chess Tag aux Pays-Bas avec 12 adhérents français, mais également de voir de quelle manière l'inclusion et l'insertion avaient son mot à dire, j'ai envie de dire, dans cette discipline innovante. Donc on a pu notamment échanger avec eux sur l'accompagnement des personnes seniors, à savoir que donc aux Pays-Bas, ils sont un peu en avance sur nous. Ils proposent des créneaux donc de parcours et de World Chess Tag pour les personnes seniors. Et, on trouve ça super intéressant parce qu'il faut savoir que quand même une grande partie des accidents domestiques chez les seniors sont souvent dus à une perte d'équilibre ou à un manque de mobilité. Donc c'est vraiment des sujets de société sur lesquels on doit travailler. Et grâce à ce projet et grâce à cette communauté, on arrive à justement créer des liens et progresser ensemble sur ces domaines particuliers. Super, merci, merci Kevin. Est-ce que il y a d'autres exemples de, de belles histoires à raconter sur le développement de liens et avec d'autres communautés en Europe ou même dans le monde? Peut-être que Johan ou Loïc, vous avez aussi d'autres exemples à donner? Oui, il y a d'autres exemples. Je ne sais pas si je peux parler, Johan, si tu as des exemples à donner, mais Vas-y, commence. le premier, on est en partenariat avec une association en Côte d'Ivoire qui fait notamment l'initiation de chess tag dans les bidonvilles. Et on travaille aussi avec un club, Travail Parcours, qui est en Colombie, qui lui n'a pas aujourd'hui de quad, même s'ils ont pour projet d'arriver à en fabriquer un à terme, mais qui ont une dizaine de coachs qui ont passé la formation et qui en fait proposent du chess tag en ville auprès du grand public dans un pays qui aujourd'hui n'a pas de quad. Il faut savoir qu'en Amérique du Sud et Amérique centrale, on n'a aujourd'hui que le Brésil qui est équipé. Donc ça arrive très lentement. Il faut vraiment une grosse volonté sur le terrain pour faire bouger les choses et donner envie aux gens finalement de jouer et d'expérimenter le chess tag. Moi, je vais vous parler. Merci. Moi, je vais vous parler d'un profil que je veux mettre en avant. C'est Gabrini Balando. Gabrini Balando, c'est notre agent administratif et accueil ici à Parcours 59. Il est en apprentissage et il adore le chess tag. Il ne le pratique pas, bien qu'il essaye de temps en temps, mais bon, il préfère juste le vivre à travers les performeurs. Il préfère le suivre. Il ne veut rater aucun match. Et en fait, Gabrini, ce qui se passe, c'est que depuis qu'il s'est intéressé au chess tag et qu'il nous suit avec la communauté, il a pour la première fois pris l'avion, il a voyagé, il a fait des trucs qu'il n'avait jamais fait, alors que pourtant, il est coach dans un club de foot. Et en fait, je réalise que le chess tag, moi aussi, en tant qu'ancien traceur, je suis beaucoup plus en lien avec les autres. C'était peut-être mon défaut en tant que traceur de rester ici à Roubaix avec ma communauté. À part quelques rassemblements annuels, lorsqu'on a eu la structure de chess tag, et donc cet outil justement qui forçait les gens à devoir se rassembler autour, j'ai rencontré Sébastien Foucan, qui est un pionnier dans le mouvement du parcours freerunning. J'ai rencontré Loïc Giorgi, tous des grandes têtes un petit peu de la communauté. Les étrangers aussi. Enfin, j'ai des Américains qui font Miami, Roubaix, la seule destination en avion qui est dure à trouver. Lui, il le fait. Gabe qui vient à Roubaix spécialement pour la structure et surtout l'activité et l'équipe. Et je trouve que le chess tag m'a apporté en tout cas beaucoup plus d'ouverture sur les autres que dans lequel, à contrario, avec le parcours dans lequel je n'ai pas assez profité. Du coup, je me permets de réagir et de participer aussi, du coup, là, pas en tant qu'animatrice, mais en tant qu'intervenante, dans le sens où, effectivement, le chess tag, pareil, d'une autre manière que Gabrini, moi, ça m'a ramené, en fait, à Parcours 59, où, moi, en tant que photographe, je cherchais des lieux et surtout un sport pour lequel je m'intéressais. Et je voulais capter, et du coup, ça m'a ramené finalement à Parcours 59, et aujourd'hui, je suis salariée de Parcours 59. Donc, on peut dire que le chess tag a quand même été important
dans ma vie de ces dernières années. Et c'était finalement en 2023 et aujourd'hui, je suis salariée en 2024, donc ça a été très rapide. Donc voilà, c'est une très belle manière de me sentir inclure dans ce projet-là. Mais aussi, je voulais partager aussi d'autres témoignages. Par exemple, là, on a une athlète qui s'appelle Julie, qui notamment est dans une équipe qui s'appelle les Valkyries, donc une équipe qui est mixte au niveau nationalité, je veux dire. Il y a autant, il me semble, une Allemande, une néerlandaise, il y a des Anglaises, Belges et 2 Françaises. Et du coup, je trouve ça déjà super intéressant, la composition de cette équipe-là, du coup, qui permet aussi de se retrouver à travers différentes nationalités. Et puis là, par exemple, elles sont allées, c'était ce week-end, elles ont fait tout un week-end d'entraînement aux Pays-Bas. Et là, notamment, on va accueillir, je crois en mars, me semble-t-il, justement un de leurs entraînements sur notre quad. Donc je trouve ça aussi très intéressant de pouvoir voyager et aussi voyager autant au niveau spatial, mais aussi voyager au niveau culturel, etc. Donc voilà, je voulais apporter cette petite information. Merci Justine, merci beaucoup. Justement, on parle de liens et aussi de développement. On a commencé à mettre le doigt sur le développement personnel au travers de la pratique du chess tag. J'ai une question, notamment à Kevin, à Johan et également à Juliette de l'IME. C'est selon vous comment le chess tag peut être utilisé dans des séances socio-sportives pour un peu traduire ce qu'est une séance socio-sportive. C'est une séance de sport où on va mettre en place du transfert de compétences, soit pour développer le savoir-être, soit pour révéler des potentiels en termes de compétences comportementales. Et Kevin utilise le chess tag comme un outil pour développer les compétences et les savoir-être, mais également pour accueillir des publics variés au sein de cette discipline. Kevin ? Je me permets juste d'intervenir avant Kevin. Juliette n'a pas pu être disponible aujourd'hui, donc malheureusement, on n'aura pas ce témoignage-là. Mais Kevin saura très bien proposer son témoignage et faire état d'eux. Et je voulais aussi donner l'information que là, on intervient, donc on fait intervenir que les intervenants et intervenantes, mais juste après, on prendra aussi en question vos questions. Voilà. Donc, n'hésitez pas à les indiquer sur le chat si vous avez les moindres questions sur le sujet d'aujourd'hui. Voilà. Merci Justine, tu as raison. Déjà, je voudrais dire que utiliser le World Chess Tag dans l'insertion professionnelle et sociale par le sport, c'est une approche innovante, c'est une autre manière de révéler les savoir-être, donc que ce soit des jeunes ou des personnes en situation de handicap. Et nous, on l'a vu, on le revoit tous les jours, à chaque fois qu'on mène une séance sur le quad qui est la structure dans laquelle on pratique le World Chess Tag. On voit que nos jeunes, ils travaillent déjà sur des savoir-être qui sont essentiels en entreprise, que ce soit la gestion du stress, que ce soit la gestion des émotions, que ce soit la réactivité, la prise de décision. C'est tous des savoir-être qui sont difficilement percevables dans la vie de tous les jours, mais grâce à des disciplines comme le World Chess Tag qui s'avère être compétitif, mais aussi vachement ludique et qui permet une pratique assez rapide, une prise en main assez rapide par les néo-pratiquants. Donc, on arrive facilement à créer un engouement justement autour d'activités, autour de séances pour amener justement à travailler sur un transfert vers le monde de l'entreprise. Et non seulement c'est utile pour les jeunes, c'est utile pour les coachs d'insertion qui sont auprès d'eux pour pouvoir révéler justement ces compétences, mais c'est aussi utile pour nos partenaires parce qu'on organise également des job dating dans lesquels on invite donc nos partenaires, donc que ce soit des SPE, des entreprises, des centres de formation et des partenaires associatifs
Parisien et des environs, pour venir participer à ces séances, et pendant lesquelles, justement, les recruteurs, avec les membres de SPE, les jeunes, peuvent se rencontrer, peuvent se challenger autour d'une discipline qui s'avère être très ludique et vachement communicatif, ce qui permet de créer du lien rapide entre les jeunes et les entreprises, notamment. Et on pense que justement faciliter ces mises en contact grâce à cette discipline, bah, c'est à la fois faire découvrir notre monde, notre environnement, mais aussi faire découvrir une communauté, un esprit, parce que le World Chess Tag, c'est avant tout un esprit aussi, c'est un sport collectif, mais individuel, puisque on est en équipe, mais en même temps, il n'y a qu'un membre de l'équipe à la fois sur le quad, donc et on doit s'encourager, on doit établir des stratégies, un peu comme dans l'entreprise, où on peut se dire que si on se met tous sur la même tâche, on n'arrive pas à aller au bout de nos missions. Par contre, si on s'attribue les tâches par rapport à nos compétences, on arrive à aller au bout et à remporter la victoire. Et c'est un peu la même chose que sur le World Chess Tag, et je trouve que c'est vachement transférable donc, vers le monde de l'entreprise. Donc on essaie de pousser comme ça un peu plus loin à chaque fois, à chaque événement, à chaque rendez-vous, pour mettre en place justement des événements un peu comme des stades vers l'emploi, où on peut échanger tous ensemble autour de l'entreprise, autour du sport et autour d'une communauté qui se forme année après année, j'ai envie de dire, parce que c'est un sport qui est encore assez récent, mais qui a le mérite d'avoir un engouement extrême, parce que en capacité de développement, on est quand même vite grimpé sur la médiatisation, sur l'ampleur des événements qui sont conçus, etc. Donc, je suis assez confiant dans l'avenir, en tout cas, du sport et de l'insertion professionnelle grâce à cet outil. Je me permets de rajouter, Kylian, est-ce que tu pourrais nous évoquer le sujet de l'accompagnement que vous faites qu'on fait avec les papillons blancs, et notamment l'intervention qui s'est passée au Chase Off Roubaix, donc un événement qu'on fait tous les ans en juin, où justement il y a eu des interventions des papillons blancs pendant la compétition. Oui, alors il faut savoir que à Parcours 59, on a essayé déjà depuis de nombreuses années à être dans l'inclusion. Donc, que ce soit pour les publics difficiles, quand je parle difficile, c'est voilà, des jeunes en difficulté, ou pour des jeunes, des personnes spécifiques, donc en situation de handicap, que principalement des handicaps mentaux, parce que sur les handicaps physiques, ça reste encore assez délicat, bien qu'on y travaille au quotidien, mais c'est quand même plus difficile. Mais sur les personnes en situation de handicap, notamment, donc, on travaille avec des structures comme les Papillons Blancs ou comme les ITEP, et depuis de nombreuses années, on travaille autour du parcours, donc pour travailler la mobilité et les savoir-être. Et à savoir que quand le quad est arrivé à Parcours 59, tous nos publics ont eu envie de monter dessus, parce que c'est humain, on voit une belle structure comme ça, on a envie de l'essayer. Et dans un premier temps, on a été un peu inquiet, parce que c'est quand même une discipline extrême, et faut pas minimiser quand même les effets que ça peut avoir une chute sur une barre en fer ou sur un morceau de bois assez solide. Donc on a vite essayé de rebondir en proposant des animations, des activités sur le quad, en rapport avec le World Chess Tag, mais en version plus douce et plus accessible. Donc notamment avec les papillons blancs, donc on travaille sur un peu un jeu du foulard. Le jeu du foulard, si certaines personnes ne le remettent pas, donc on met un foulard au milieu du quad et une équipe de chaque côté. Et quand, à l'appel de son numéro, on doit aller chercher le foulard et le ramener dans son camp. Donc c'est des jeux un peu ludiques. En même temps, le World Chess Tag, c'est quand même le jeu du chat et de la souris. Donc on part déjà sur un jeu ludique et on arrive à en recréer d'autres, donc du coup avec nos publics spécifiques. Donc notamment sur ce jeu-là, ou alors on fait des jeux aussi où on va déposer donc sur des points stratégiques du quad, on va déposer des plots
Et le but du jeu, c'est d'aller toucher tous les plots en un minimum de temps et de revenir sur sa base. Donc, c'est des jeux qui permettent donc l'accessibilité au quad et à la discipline à des publics qui, si on les met directement dans l'ambiance de stress et d'adrénaline qui est une vraie chase, ils pourraient se retrouver facilement en difficulté ou se mettre en danger sans le vouloir parce qu'ils sont pris justement dans l'engouement du jeu. Est-ce que Kevin, tu peux nous expliquer comment s'organise une séance socio-sportive dans le cadre du chase tag et, ou du parcours? Alors, une séance socio-sportive, de base, bon, elle commence comme toute séance de sport classique par un échauffement. Donc, un échauffement articulaire, un échauffement cardiovasculaire, qui est très important. Et on part aussi directement sur une activité de glace. Donc, j'ai envie de dire, c'est vraiment pour que le groupe se libère déjà de ces boulets, j'ai envie de dire, qui sont accrochés à ses pieds, pour pouvoir directement se mettre dans une ambiance ludique et être prêt à pratiquer un sport et une séance dans les meilleures conditions. Ensuite, on met en place donc des ateliers. Il faut savoir que la différence entre une séance de sport et une séance de socio-sport, c'est les objectifs. Et les objectifs, en fait, dans une séance de sport, ils sont clairs, ils sont précis. Par exemple, si on part sur le World Chase Tag, c'est le chaser doit aller attraper l'evader en moins de 20 secondes. S'il y parvient, il devient evader. S'il n'y parvient pas, l'evader marque un point. Ça, c'est les règles sportives, les règles de base de sport. Et en socio-sport, on s'appuie sur ces règles en les modifiant pour que nous, on puisse travailler la compétence qu'on souhaite sur ce jour-là. Donc pour les jeunes, quand ils arrivent, on ne va pas leur expliquer les compétences qu'on va travailler. Sinon, forcément, on donne déjà les réponses. On a du mal à voir l'évolution. On va biaiser la séance. Mais nous, on va se mettre des objectifs qui seront différents. Donc notamment, si on peut décider de travailler sur la confiance en soi ou sur l'esprit d'équipe ou la coopération. Et si je prends un exemple, par exemple sur la coopération, on pourrait faire une animation où le but du jeu, c'est de tous partir donc d'un endroit du quad. Donc les séances de socio-sport, généralement, ils se passent entre 10 et 15 jeunes. On essaie de ne pas aller au-delà, sinon après c'est difficile de percevoir justement les savoir-être de chacun. Et donc on va mettre tout le groupe dans un endroit du quad en hauteur. Et on va leur dire que le but du jeu, c'est de faire tout le tour du quad le plus rapidement possible. Et dans un premier temps, ils vont courir pour aller le plus vite possible. Et pour les plus sportifs d'entre eux, ils vont vite y arriver. Et pour les moins sportifs, ils vont se rendre compte qu'ils vont être bloqués à un moment parce que le saut à faire est trop grand, parce que l'adrénaline empêche de passer sur cette hauteur ou sur cette distance. Et ils se retrouvent bloqués, donc ils se retrouvent en situation d'échec. Sauf qu'on leur explique que le but, c'est pas d'y arriver personnellement, mais c'est d'y arriver ensemble. Et on leur fait recommencer cet exercice, parfois 2 fois, parfois 3 fois, en leur expliquant qu'il faut qu'ils y arrivent tous ensemble et en leur donnant quelques billes un peu à la fois. Pour qu'au final, ils se rendent compte que la meilleure manière d'effectuer le tour du quad le plus rapidement possible, tous ensemble, eh bien, c'est en coopération, c'est en s'entraidant, en se donnant la main pour passer les obstacles. Et à ce moment-là, quand ils y arrivent, ils sont fiers d'eux déjà, donc ils ont gagné aussi en confiance en eux, en esprit d'équipe, ils ont acquis quand même des connaissances qu'ils n'avaient pas au début de l'exercice. Et c'est le moment, donc dans une séance socio-sport, il y a toujours le moment de faire un transfert vers le monde de l'entreprise. Et c'est là qu'on peut leur expliquer que concrètement, en entreprise, c'est comme sur le quad, et que si on veut aller vite et qu'on court dans tous les sens pour effectuer toutes ces tâches, sans penser à nos collègues, peut-être que nous, on arrivera vite à nos objectifs, mais que c'est les objectifs de l'entreprise qui sont importants et qu'on risque en n'aidant pas ses collègues, on les empêche d'avancer. Et tandis que quand on travaille en coopération, on y arrive tous ensemble et on est beaucoup plus fiers de tous arriver au but final et on valorise ça donc sur le quotidien. Donc voilà, j'espère que l'exemple est plutôt parlant. Ouais, je vais intervenir sur le point que tu précises, Kevin, en tant qu'athlète.
j'ai un ressenti qui est à peu près à l'identique sur déjà le format du chess tag en équipe. C'est le format dans lequel je performe, parce que le chess tag, ça peut se faire en format individuel, mais le plus connu, celui qu'on va voir le plus souvent, c'est le format par équipe. Donc, c'est 6 joueurs. Effectivement, lorsque le chrono démarre, on est tout seul. On est tout seul dans le quad. On a un adversaire qui ne nous veut pas du bien. Et par rapport à ça, il y a cette responsabilité de devoir performer seul. Mais on ressent toujours l'équipe. L'équipe, elle est derrière, l'équipe, elle encourage, l'équipe, elle conseille, parce que parfois, dans les angles morts, on ne voit pas bien. Donc, on entend ses collègues, justement, donner des conseils de positionnement. Et surtout, qu'on réussisse ou qu'on échoue, on revient vers des gens. Parce que lorsqu'on sort du quad, on finit obligatoirement, justement, par rejoindre son équipe afin qu'elle en envoie un nouveau. Et donc, il y a ce travail solidaire de confiance qui se fait. Parce que ce qui est important, c'est je dois faire le mieux que je peux, mais je sais que je peux aussi accepter l'échec parce que j'ai des personnes qui ont confiance en moi et surtout qui peuvent rattraper mes erreurs. Parce que effectivement, quand on perd en chess tag, ça veut dire qu'on n'arrive pas à toucher, par exemple. Et c'est tout de suite un collègue qui va nous remplacer. Et même si on a perdu, on a fatigué l'adversaire parce que l'adversaire, lui, reste à l'intérieur du quad. Et donc, c'est pour ça qu'à chacun, on a notre responsabilité individuelle, mais au final, ce qui est le plus important, c'est de savoir qu'on réussisse ou qu'on perde, on arrive à contribuer au groupe. Et c'est le plus important. Merci beaucoup, Johan. Cette discipline au chess tag attire particulièrement les jeunes de 16 à 25 ans. Aujourd'hui, de plus en plus, du moins les publics sont de plus en plus variés. Et c'est là que Thibaut peut nous parler un peu des liens intergénérationnels que peut avoir une discipline comme le chess tag et que les associations peuvent s'emparer. Thibaut, comment la discipline elle permet de créer du lien social et intergénérationnel dans les quartiers, notamment? Oui, alors à ce niveau-là, on peut revenir un peu sur le rôle, on va dire, d'une fédération dans tout ça, sur des pratiques émergentes. Nous, notre rôle, justement, pour aboutir à cette création de liens, nous, l'objet de notre fédération, c'est de rendre le sport accessible à tous. Donc, en effet, comme on travaillait déjà depuis un moment avec Parcours 59, on avait identifié qu'il y avait beaucoup de disciplines dans le parcours. Et comme le rappelait tout à l'heure Loïc, le chess tag, ce n'est pas une discipline émergente du parcours, mais néanmoins, ça a touché ce public-là, on va dire, peut-être un peu par hasard, mais qui avait peut-être des similitudes sur les prérequis peut-être de physique. Néanmoins, là-dessus, en tant que fédération, on va pouvoir poser un cadre institutionnel, réglementaire, permettre un agrément des associations qui va leur permettre de se développer, de toucher un public large. Nous, au niveau de l'UFOLEP, on travaille actuellement sur, on va dire, la partie plutôt réglementaire. Donc là, c'est surtout les personnes de terrain qui vont abonder là-dessus, mais c'est notamment Johan, Loïc, les personnes qui sont pratiquantes et qui sont également encadrantes. Alors, en fait, elles vont permettre à travers les aspects réglementaires, créer justement un lien intergénérationnel en se disant comment je peux adapter cette discipline à un maximum de monde, parce que, comme le disait tout à l'heure Johan, un profil comme Gabrini, il y a également des personnes qui vont suivre le chess tag de tous les âges, tous les sexes, et comment ces personnes-là qui vont voir des athlètes performer peuvent se dire moi, je peux également pratiquer, et avec une pratique qui va être adaptée et encadrée. Donc nous, c'est là-dessus où on va pouvoir un petit peu certifier tout ça. Alors déjà en amenant des financements de l'Agence nationale du sport.
Là, ça a été le cas sur la campagne 2024. Il y a eu un financement pour développer le chess-tag loisir au sein de Parcours 59. Donc, on voit que ça a eu des résultats positifs vu que l'activité aujourd'hui et il y a un an n'est pas du tout la même, hein. Il y a eu un gros travail des salariés de Parcours 59 pour adapter la pratique parce qu'il y avait une demande aussi. Ça répondait à une demande. Puis on l'a vu également aussi avec les échanges qu'il y avait eu avec les équipes, comme le disait Kevin, les équipes de Hollande qui étaient venues partager ce qu'ils faisaient avec les seniors. Donc voilà, nous, le rôle des fédérations, ça va être de donner un coup de pouce à ce niveau-là et de certifier derrière. On l'a fait avec le parcours en créant une formation d'animateur avec un niveau 1 qui permet à des bénévoles d'encadrer. Donc voilà, peut-être que sur le chess tag, il y a un travail commun également avec les propriétaires de l'activité, de voir comment le mouvement sportif peut se mettre dans cette pratique pour proposer un cadre qui permettra à des bénévoles de devenir animateurs bénévoles, d'encadrer des publics en loisirs et d'avoir, on va dire, autre chose que le public athlète qui permet de donner en fait une bonne visibilité de la pratique. Comme on voit les compétitions sur l'équipe 21, ça donne envie à plein de personnes de pratiquer. Mais derrière, ce sera au mouvement sportif, au mouvement privé aussi, de pouvoir proposer à ces publics-là une activité sécurisée. Donc voilà, pour moi, le lien, on va dire, entre tous les publics, il se fera également par tout ça, parce qu'il faut que la pratique, elle soit pas faite n'importe comment, en sécurité. Et c'est là-dessus où on est plusieurs acteurs autour de la table qui vont permettre tout ça. Merci Thibaut. Kevin, une question qui suit celle de Thibaut, c'est comment le chess tag est implanté dans le quartier du Pile à Roubaix. Comment cette nouvelle pratique elle est accueillie par la ville. Tu pourrais nous en dire quelques mots? Oui, déjà, la chance qu'on a eue, c'est quand même à Roubaix qu'on était le premier club à avoir la structure officielle en permanente donc installée dans nos locaux. Donc c'était déjà une plus-value parce que toute la communauté de Chestag, que ce soit en France, en Angleterre, aux Pays-Bas, en Belgique, sont venus découvrir notre association et ça nous a permis de créer du lien déjà avec la structure. Avec les structures partenaires, mais également sur le quartier du Pile. Donc c'est là où on accompagne donc notre public, principalement en insertion, mais aussi peut-être des futurs champions qui peut venir s'essayer à la discipline, peut-être s'y attacher et y rester sur le long terme. Mais on s'est rendu compte également que un des principaux freins, on va dire, pour la pratique du World Chess Tag, c'était justement le quad, qui est quand même une structure qui fait 12 mètres sur 12 et qui est difficilement transportable à moindre coût, parce que ça nécessite beaucoup de moyens humains et de transport. Et donc, on en est venu à une conclusion à Parcours 59, c'est qu'on devait justement proposer une formule qui soit plus légère, plus transportable, pour pouvoir initier justement les jeunes directement dans leur quartier, afin de leur donner envie de venir nous rejoindre à la salle. Donc, on a mis en place donc, une petite structure qui est non officielle, mais plutôt à but pédagogique, de manière de faire découvrir cette discipline, faire découvrir une discipline émergente donc, au sein des quartiers même, donc sur la place du village, comme on dit. Donc, on a donc ces modules qu'on peut déplacer assez facilement et qu'on peut emmener donc, en plein milieu, en bas des immeubles, au pied des tours, sur les terrains vagues des quartiers, afin de pouvoir initier à cette discipline, de pouvoir montrer en fin de compte quelles opportunités ils peuvent avoir en pratiquant donc, ce sport et pourquoi pas remobiliser aussi vers le monde de l'emploi par la même occasion. Ça a un côté aussi spectaculaire puisque quand on arrive, même si on vient avec une structure plus
plus, plus étroite, j'ai envie de dire. Mais ça reste une discipline ludique et spectaculaire, donc ça attire du monde facilement. Et on a la chance que chaque endroit où on a l'occasion d'aller planter notre structure, qu'il y a toujours un engouement qui se crée autour, il y a toujours des jeunes qui viennent nous parler, des sujets qui sont mis sur le tableau et qui permettent de créer du lien plus fortement encore. Donc, dans notre thématique du aller vers, donc vraiment d'aller vers la population locale et de pouvoir apporter des solutions pérennes à chaque personne. Dans la continuité, il y a des publics porteurs de handicap, notamment des personnes qui ont des handicaps cognitifs mentaux. Comment tu travailles l'inclusivité avec ces publics grâce au Chestag? Tout à l'heure, il ne me semble pas qu'on l'a particulièrement évoqué du fait de la non-présence de Juliette de l'IME, mais peut-être toi et Johan en parler un peu, parce que c'est hyper intéressant. Tu parles déjà, je vais relever un commentaire que je viens d'apprécier qui était posé par Joy qui disait que, voilà, ouvrez les guillemets, ce matin, j'avais un groupe de 10 jeunes d'un ITEP. Les encadrants nous avaient demandé de ne pas leur proposer le Chestag par appréhension. Finalement, les jeunes ont tellement insisté qu'ils ont tenu gain de cause et y ont passé 45 minutes. Les éducateurs étaient tellement surpris de la cohésion et de leur investissement qu'ils viennent de me demander un créneau de 2 heures. Que de Chestag. Et je veux revenir sur ça parce que, avec ce que disait aussi Thibaut sur l'intergénérationnel, c'est qu'il est fort à parier que souvent les éducateurs même, ou les parents, ou même ici une fois à Parcours 59, des recruteurs jouent avec les jeunes. Parce qu'en fait, c'est un jeu qui incite directement à la collaboration et c'est automatique en fait. On est en lien direct avec son adversaire et surtout, si on n'y joue pas, on a envie de s'y mettre parce qu'en fait, ça se transmet, c'est la joie de vivre, c'est le jeu. Et c'est un formidable outil justement pour mélanger les publics et permettre d'échanger autour de ces différences tout à travers l'amusement. Est-ce que tu peux préciser un petit peu ta question, Larbi, pour que je revienne sur le sujet? J'y reviens justement, mais pour abonder en ton sens, le Chestag, c'est le jeu du chat et de la souris survitaminé. Et tous les enfants, toutes générations confondues, et depuis des siècles, le jeu de la poursuite, c'est un jeu qui parle à tout le monde. Et c'est un jeu qui se pratique par instinct pour développer des compétences motrices, mais aussi des liens sociaux. Et c'est pourquoi le Chestag permet à tout un chacun de se retrouver, mais qui parle à tout le monde. Dans la question que je posais à Kevin et à toi, c'était nos publics qui sont, pour certains d'entre eux, des personnes porteurs d'un handicap mental ou psychique. Comment on arrive aussi à créer de l'inclusivité avec d'autres publics quand on accueille les publics de l'UME. Oui, alors déjà sur l'inclusion, une chose qui est belle, c'est déjà de se dire que on a un sport qui est facilement compréhensible. Je veux dire, à partir du moment où on sait qu'il y a un chat qui attrape une souris, je veux dire, c'est un côté un peu enfantin qui permet d'être accessible à tous très rapidement. Donc les règles ne sont pas compliquées, les règles n'ont pas vocation justement à perturber les personnes qui voudraient pratiquer, même pour une première fois. Et dans l'inclusion, j'ai envie de dire qu'il y a aussi une part
qui est intéressante, c'est que les publics peuvent se mélanger, dans le sens où il n'est pas rare que on a des adhérents de Chestag qui viennent s'entraîner et qu'en même temps on puisse avoir donc un IME ou un ITEP qui viennent aussi pour une séance et qui se décident d'échanger quelques chases ensemble, donc pour pouvoir se mesurer les uns aux autres. Et j'ai notamment un exemple qui s'est déroulé il y a 15 jours maximum, où moi j'étais en séance socio-sport donc avec les jeunes en insertion professionnelle que j'accompagne. Donc, donc des jeunes en difficulté pour trouver un emploi, mais pas avec aucune défaillance, j'ai envie de dire, aucune spécificité. Et on avait également donc, un ITEP qui était présent avec 3 jeunes qui sont réputés assez difficiles pour créer du lien social, etc., que c'est un peu difficile. Et assez naturellement, ils sont rentrés en contact, ils ont commencé à se challenger et à effectuer des chases les uns contre les autres. Et cet événement a duré peut-être 20 à 30 minutes et dans une belle dynamique, dans une bonne humeur. Et à ce moment-là, d'un regard extérieur, on n'aurait pas pu savoir qui avait quelques spécificités qui lui sont propres et qui était parfaitement sain d'esprit, j'ai envie de dire, parce que ensemble, ils arrivaient à s'amuser, à échanger et à se challenger à la même hauteur. Et ça, je trouve que c'est ce genre de pratique. Enfin, c'est en la vivant qu'on se rend compte qu'elle est utile. Parce qu'au quotidien, c'est ce qu'on vit ici à Parcours 59. Et je pense que c'est très important de garder justement ce lien. Et l'inclusion, pour moi, c'est vraiment le mélange. C'est mélanger nos publics et qu'ils puissent ensemble pratiquer. Merci Kevin. Il nous reste quelques minutes. Je voulais poser une dernière question, notamment à Loïc, parce que en plus ça ressort dans le fil de discussion. Une structure qui souhaite mettre en place du Chestag, une association, un club ou autre, qui souhaite s'investir dans le Chestag et mettre à disposition cette pratique, qu'est-ce qu'elle doit faire selon toi, Loïc? La première étape, c'est de contacter World Chestag directement via leur site internet. Donc, généralement, ça passe par moi, souvent, surtout en France. Donc, c'est loic@worldchestag.com. Et puis après, on travaille ensemble à voir ce qui est le mieux pour le projet, c'est-à-dire est-ce qu'il faut une structure ou pas, selon les objectifs et ce qu'ils souhaitent faire, quel type de licence il faut prendre en fonction du type d'exploitation qu'ils veulent faire aussi. Et parfois, c'est simplement aussi mettre en lien des personnes qui ont des projets similaires dans la même région ou les renvoyer vers des personnes qui sont déjà en train de monter un projet ou qui ont déjà un projet qui vit. C'est vrai qu'aujourd'hui, si quelqu'un à Roubaix, par exemple, nous contactait pour faire du Chestag, on aurait plutôt tendance à l'envoyer en premier lieu auprès de Parcours 59. Et ensuite, si vraiment son projet était vraiment différent ou avait une plus-value pour le territoire ou pour le sport, l'accompagner sur son projet directement. Ce qu'on a fait d'ailleurs avec l'UFOLEP, on a commencé à échanger sur une discussion de partenariat entre la fédération et le sport également, avec Yoann aussi. Ouais, justement, je voulais rebondir là-dessus. On est donc Parcours 59 avec l'UFOLEP et World Chestag sont en train de créer un document justement pour présenter des solutions pour, comment dire, un guide, ouais, merci, pour rendre accessible le Chestag, donc à travers différents exercices ou même différentes adaptations. Donc voilà, c'est un projet qui est en cours et justement, ça a été l'objet en fait aujourd'hui d'une discussion. Enfin, ce pourquoi on a fait le webinaire aujourd'hui, s'en découlera du coup un guide qui sera, si vous êtes intéressé, du coup, qu'on vous partagera par la suite. Je voulais aussi en profiter. Déjà, merci à tous les intervenants. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement avant qu'on clôture? Parce que la clôture, donc, est-ce que le guide sera partagé? Oui, tout à fait. Le guide sera partagé. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuelles? Je n'ai pas l'impression. Larbi, je te laisse clôturer le... Eh bien, avant toute chose, déjà, je tiens à remercier de nouveau nos intervenants. Un grand merci à vous. Merci Loïc, merci Thibaut, merci Kevin et merci Yann. Mais un grand merci Justine pour l'organisation, ainsi que Alexandre qui était aussi derrière. On ne voit pas sa caméra, mais il y a Julien Dubois qui est le directeur de l'association et qui a
à préparer tout cela avec tout le monde et un grand merci. Je tiens aussi à remercier bien sûr nos partenaires, le World Chess Tag, représenté ici par Loïc, Bufolep, représenté par Thibaut, et de nouveau la Dragesse et l'Agence nationale du sport pour leur soutien au sociosport et à l'utilisation des sports émergents comme le parcours, le chess tag, etc., à des fins de, 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 autour du sociosport. Un grand merci à tous. Je rajoute juste un dernier truc, Larbi. Justement, dans le cadre de cet appel à projet de l'ANS, on a développé du coup les webinaires et on développe aussi les podcasts. Donc, suite à aujourd'hui, on va mettre en place des podcasts avec les intervenants qui sont intervenus aujourd'hui. Donc, vous pourrez aussi avoir des approches un peu plus approfondies sur cette thématique-là et puis de manière générale sur le sport. Là, pour le coup, c'était le chess tag. Par exemple, le prochain webinaire, ce sera le mois prochain, le 25 mars. Petit teasing. Ce sera sur la mobilité road trip à vélo, je précise. Donc voilà, ce sera aussi des formats qu'on va décliner du coup en webinaire et en podcast et aussi en newsletter. Voilà. Parfait. Merci à tous. Merci. Merci. Bonne journée. Ça va, tranquille. Allez.